Bonjour, good morning. Je m'appelle Tim Dubois. Je suis le directeur des communications chez la Fondation Pierre Elliott Trudeau. My name is Tim Dubois. I'm the director of communications at the Pierre Elliott Trudeau Foundation. The foundation is proud to offer this webinar today, including simultaneous audio translation, which you can activate in the bottom bar of your Zoom window. Nous sommes aussi fiers de présenter cette séance avec interprétation dans les langues de signes. Ces deux éléments représentent des services qui ne se trouvent rarement dans les webinaires contemporains. Cette séance est animée par notre mentor 2019, Robert Steiner. Robert est directeur du programme en journalisme mondial à la Dalla Lana School of Public Health Sciences de l'Université de Toronto. Veuillez noter que ce webinaire est assisté par des membres de la communauté de la Fondation ainsi que des membres du grand public. Bienvenue à tous. Suite à la première partie qui se déroulera en français dans quelques instants, il y aura une pause de quelques minutes. After the break, a second discussion will take place beginning at 11:30 Eastern Time in English with simultaneous translation in French. A separate discussion period reserved for Foundation scholars will take place at 1 p.m. Eastern Time. Avant de passer la parole à Robert, j'invite la présidente et chef de la direction de la Fondation, Pascale Fournier, à offrir un mot de bienvenue. Pascale. Alors, merci Tim. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à ce tout premier webinaire de la Fondation Pierre Elliott Trudeau dans le cadre de la série Émergence. J'aimerais tout d'abord reconnaître que le territoire sur lequel se trouvent les bureaux de la Fondation est le territoire traditionnel du peuple Mohawk, un lieu qui a longtemps été l'occasion de rencontres et d'échanges entre nations. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous tous. C'est une initiative, la série Émergence, qui est ouverte au grand public. Donc, vous êtes nombreuses à vous joindre à nous en ligne aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Et cette série ouverte au grand public, elle s'inscrit dans une optique de démocratisation du savoir, donc un engagement que prend la Fondation Pierre Elliott Trudeau très au sérieux, le partage de connaissances entre les membres exceptionnels de notre communauté et le grand public. This series is also in many ways about inclusive excellence. We have built a very special platform, including French and English translation and sign language, in order to create a truly inclusive space of discussion. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est la thématique de l'environnement. Cette thématique, elle fait partie d'un des 4 thèmes fondateurs de la Fondation depuis les tout débuts, il y a 17 ans. C'est également une thématique qui est pertinente pour notre programme de développement du leadership. Donc, d'une part, parmi les valeurs associées au leadership engagé se trouve le principe de coexistence harmonieuse et durable avec l'environnement. Et d'autre part, vous le savez, les enjeux environnementaux, en particulier les changements climatiques, nous confrontent à certains des problèmes les plus urgents de notre époque. Alors, la Fondation est là exactement pour mandat de développer des leaders qui sont engagés, qui tenteront avec nous de trouver des solutions pour les grands problèmes, les grands enjeux de notre époque. Being an engaged leader is not always easy. It is about deep listening. It is about creating brave space where you listen to everyone and you try to work together with an inclusive table of discussion and try to find solutions to these pressing challenges. Alors, nous sommes vraiment privilégiés de travailler avec cette belle communauté. Merci et bienvenue tout le monde. Je passe maintenant la parole à notre extraordinaire mentor 2019, Rob Steiner. J'aurais imaginé de savoir exactement comment retourner le son après 2 mois déjà de conférence de Zoom, alors je m'excuse. Merci Pascal, merci Tim. Bienvenue tout le monde à nos discussions sur notre émergence de la crise de COVID, le relancement d'un monde encore une fois ouvert, bien si changé. Et ici, on prendra un ton un peu différent. Assez pour l'instant des cauchemars, de l'idée que les tragédies de cet instant rendent le monde que pire pour la génération qui nous suivent. Durant les prochaines 25 minutes, on prendra une perspective plus optimiste et plus constructive. Qu'est-ce qu'on peut changer
en relançant le monde. Et on commence aujourd'hui avec l'environnement. On est très heureux d'accueillir Stéphanie Roy. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour, Stéphanie est une boursière de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau. Elle est candidate au doctorat en droit administratif à l'Université Laval. Elle s'intéresse plus particulièrement aux obligations de l'État en matière environnementale. Et Pierre Cloutier de Repentigny. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, aussi un boursier de 2017 et doctorant et professeur à temps partiel à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Sa thèse de doctorat examine sous la loupe critique du droit de l'environnement des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer visant à protéger la vie marine. Et pour nous offrir un commentaire à la suite de ces discussions, Laure Waridel. Laure, je t'avais vu avant, tu es toujours là. Bonjour Laure. Ancienne boursière de 2011, Laure est une sociologue spécialisée en développement international et en environnement. Elle est considérée comme l'une des pionnières du commerce équitable et de la consommation responsable au Québec. Alors, de Montréal, Ottawa, Québec et moi, Toronto, allons-y. Alors d'abord avec Stéphanie, si on pourrait commencer. COVID nous a forcé d'interrompre à un certain niveau notre culture d'exploitation environnementale, mais cette exploitation elle-même reflète ce fameux contrat social, celui qu'on a pris de Jean-Jacques Rousseau et les autres philosophes entre citoyens. C'est le sujet de tes recherches en droit. Pourrais-tu brièvement expliquer le lien entre l'exploitation environnementale et le contrat social et nous dire si on peut imaginer réellement un nouveau contrat social post-COVID? Oui, merci beaucoup pour cette question. D'abord, vous m'entendez bien? J'aimerais d'abord remercier la Fondation d'organiser ce panel parce que, évidemment, la question de savoir comment la COVID va affecter l'environnement est une question tellement importante à laquelle je réfléchis depuis plusieurs semaines. Et on a observé comment la COVID déjà a eu un impact sur notre société. D'abord, on a vu qu'elle a exacerbé certaines inégalités sociales. On sait, par exemple, que aux États-Unis, les communautés racisées sont beaucoup plus affectées par la COVID. Ces statistiques-là sont moins claires au Canada, mais on sait par exemple qu'au Québec, le quartier de Montréal-Nord, qui est fortement multiethnique, a beaucoup plus été affecté. On sait par exemple que les personnes âgées ont subi de façon disproportionnée aussi les effets de la COVID, mais indirectement, cette baisse de production, d'exploitation et de transport a aussi eu des effets positifs sur notre environnement. On observe déjà une baisse des émissions de gaz à effet de serre. On a aussi vu la nature reprendre ses droits. Dans certaines villes de la planète, on a entendu des histoires d'animaux qu'on retrouve en plein centre-ville. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces inégalités exacerbées, de même que les effets positifs qu'on observe sur l'environnement, ont des causes communes. Qui sont, entre autres, en fait, qui sont liées à l'exploitation croissante de notre écosystème, de notre environnement, mais aussi à cette relation un peu destructrice que l'humain entretient avec l'environnement. Et ces éléments-là sont aussi des causes qui sont souvent identifiées lorsqu'on se questionne sur l'origine de la crise environnementale et de façon plus liée à mes travaux sur l'inefficacité du droit de l'environnement face à la question de savoir pourquoi il n'a pas réussi à endiguer cette crise environnementale. Et donc, la raison pourquoi j'ai pensé parler des travaux du philosophe François Host et le lien avec le contrat social aujourd'hui, c'est que pour François Host, qui s'est questionné à savoir comment est-ce que le droit appréhende la question environnementale et pourquoi est-ce que justement cette problématique-là perdure malgré la mise en place de normes environnementales depuis les années 70. Il s'est intéressé à ce grand récit qui est le contrat social qui reflète un peu l'organisation de notre société pour voir comment finalement, qu'est-ce qui était préjudiciable pour l'environnement dans notre contrat social et comment est-ce qu'il pourrait évoluer vers un contrat social planétaire, donc qui permettrait à notre société de prendre en compte son impact sur le milieu naturel et de devenir plus durable. Et juste à titre de rappel, vous l'avez dit, le contrat social, c'est
une idée, en fait, ou un concept qui émane du philosophe Jean-Jacques Rousseau, qui s'est questionné à savoir pourquoi est-ce que les individus ont créé des gouvernements et s'organisent en société. Et en fait, il en est venu à cette idée que dans la nature, les individus sont libres et égaux et décident entre eux de former un pacte social par lequel ils décident de renoncer à une partie de leur liberté naturelle pour la remettre entre les mains de gouvernements dans l'intérêt commun, afin que les gouvernements s'assurent notamment du droit d'éducation de tous et de la subsistance de tous. Mais le philosophe François Haas a identifié des 8 grands traits de la conception classique du contrat social qui qualifient notre organisation sociale actuelle et qui favorise en fait le mode d'exploitation de l'environnement qu'on a actuellement. Et dans ces 8 grands traits, il va mentionner par exemple que le contrat social est fondé autour de l'individu dans un milieu naturel qui est disponible et illimité. Donc, on considère moins les collectivités, on est très centré autour de l'individu. Dans son espace d'émergence, le contrat social s'intéresse aux États-nations, donc aux pays. Dans sa temporalité, il s'intéresse au présent. On ne va pas se questionner sur le passé parce qu'en fait, quand Jean-Jacques Rousseau, au 18e siècle, élabore le contrat social, on est dans une époque où on veut se défaire du poids du passé, de la tradition, des monarchies, et on veut penser à notre subsistance au moment présent. L'objet du contrat va être centré sur le gouvernement des hommes, donc des humains, mais non pas sur la nature. Il va garantir des droits aux individus, mais peu de devoirs et d'obligations. Le contrat social va s'intéresser aux règles de droit positives, droit dur, mais pas aux autres formes de règles qui émergent dans la société. Il va s'intéresser à la distinction entre pouvoir public et personnes privées et le fait que nos gouvernements doivent nous représenter comme personnes privées, mais va peu s'intéresser à la délibération dans la société. Et enfin, il va considérer comme forme de savoir, le savoir des experts scientifiques qu'on voit comme objectif. Alors maintenant, question vraiment, je vais juste sauter pour l'instant à Pierre parce qu'ici, on a un peu d'une idée de tous les différents enjeux qui se remettent en jeu ici au niveau du contrat social qui, vous nous rappelez, inclut la question de l'environnement et du rapport entre les individus et l'environnement et entre eux-mêmes également dans le sein de l'État. Mais Pierre, disons sur le plan global, Pierre Cloutier de Repentigny, tu es chercheur en droit international de l'environnement. Est-ce que la société internationale est bien placée pour gérer les problèmes environnementaux dans un contexte de pandémie et de pression reliée à la relance économique post-Covid? Je vais faire écho aussi aux remerciements de Stéphanie sans m'attarder. Ma réponse est en deux parties, une qui est un peu plus pessimiste et négative et une qui est plus positive et optimiste. Du côté un peu plus négatif, c'est malheureusement les mots que Stéphanie a soulignés par rapport aux problèmes du droit tant au plan national se retrouvent aussi au plan international, c'est-à-dire que la société internationale et le droit qu'elle produit reflètent les idéologies sociales qui sont à la source autant de problèmes sociaux comme les inégalités que les problèmes environnementaux qui sont tous deux liés à la pandémie, tant à ses effets disproportionnés sur certaines populations que aux causes de la pandémie qui ont des liens avec les problèmes environnementaux. La société internationale en tant que telle tend à être assez lent à répondre à plusieurs problèmes en général, particulièrement par rapport aux problèmes environnementaux. On peut voir que la réponse a été assez timide, surtout par rapport à l'ampleur des enjeux auxquels on fait face. C'est vraiment une réponse qui est disproportionnée et pas proportionnée aux problèmes. Quand on parle de problèmes majeurs qui sont en fait liés justement à notre mode de vie et d'habiter la planète et aussi aux inégalités, parce qu'évidemment, la responsabilité des problèmes environnementaux n'est pas distribuée également. Les effets aussi des problèmes environnementaux ne sont pas distribués également. Et la réponse assez, disons, parsemée, on tend la société internationale tend à identifier un problème particulier
particulier, tant de créer une réponse vraiment limitée, souvent dans une optique de ne pas s'ingérer dans les affaires sociales, particulièrement les affaires économiques des États. Et malheureusement, j'ai l'impression que le discours de relance économique qui vient avec le post-COVID va seulement aggraver un peu la situation, probablement ralentir encore plus les problèmes de la société internationale par rapport à la réponse à ces problèmes-là, et ce qui pourrait potentiellement aussi aggraver des problèmes sanitaires comme le COVID-19 dans le futur. Un côté de vous un peu plus positif, il reste que la société internationale, qui est composée en particulier des États, est pas amovible et peut changer, il peut s'adapter justement aux réalités sociales. Et il y a une possibilité aux gens d'initier du changement à la base, donc commençant par des mouvements citoyens, par des organismes civiques, de justement essayer de changer comment les gens pensent, comment les gens interagissent entre eux et envers l'environnement et comment l'État justement réagit aux demandes de la population. Je crois que le pacte pour la transition juste, les 101 idées qui a été publié hier, je crois, dont Laure d'ailleurs fait partie, et c'est un exemple justement d'essayer d'intégrer, de changer la pensée des populations basée juste sur les citoyens et sur ce qu'ils pensent est juste et équitable, et essayer justement d'utiliser ce mouvement et de faire un changement du bas vers le haut qui va se traduire ultimement potentiellement vers des mouvements globaux et un changement au niveau de la société internationale. Perspective réaliste, disons optimiste à l'intérieur d'une perspective réaliste. Alors, mais tu nous préviens, dans un sens un peu semblable, Stéphanie Roy, de ne pas perdre nos acquis en droit de l'environnement et de ne pas tomber dans le piège de déréglementation post-Covid. C'est quelque chose que tu m'avais écrit hier soir. Quels acquis seraient en jeu vraiment à ton avis? Bien, en fait, moi, comme je m'intéresse à comment est-ce qu'on peut faire évoluer le droit de l'environnement, mais il faut justement pas perdre de vue qu'il y a quand même certains acquis, donc certains éléments positifs qu'on retrouve dans notre droit de l'environnement actuel. Et donc, il ne faut pas tomber dans le piège de la déréglementation, notamment. Et ça, on l'a vu déjà à travers le Canada. Et au Québec aussi, justement, il y a le projet de loi 61 qui a été déposé hier, qui a pour effet de faire en sorte que, par exemple, on facilite là, certaines demandes d'autorisation pour des projets parce qu'on veut faciliter la relance économique, mais malheureusement, si on n'applique pas les règles qu'on s'est données comme société pour protéger notre environnement dans les règles d'autorisation, les conditions d'exploitation, tous les règlements là, qui permettent de protéger les milieux humides, etc. Là, dans le projet de loi 61, on prévoit notamment qu'il y a lieu à compensation économique. Donc, il est possible pour le gouvernement de demander une compensation économique pour la destruction de certains milieux, ce qui est très dangereux parce que la perte de ces milieux-là ne sera jamais compensée par des dollars. Donc, ça prend... il ne faut pas justement tomber dans ce piège-là. D'autres acquis qu'on ne voudrait pas perdre, c'est notamment toutes les règles de participation et de consultation du public qu'on s'est données. Donc, tout ce qui concerne le BAP au Québec, par exemple, il faut que ces processus-là continuent. Tout ce qui est évaluation d'impact. Donc, il ne faut pas passer faut pas tomber dans le piège que, par exemple, le fait que la distanciation sociale rend plus difficile la consultation du public, qu'on omette cette étape-là. C'est une étape qui est excessivement importante. Puis pour me permettre de conclure sur la question du contrat social, il faut, si on veut arriver vers un contrat social plus planétaire, s'assurer de la participation citoyenne, donc redonner une démocratie citoyenne et permettre aux citoyens de participer dans cette démocratie-là. Il faut penser de façon interdisciplinaire, considérer différentes formes de savoir. Il faut penser aux générations futures, pas juste dans le temps présent. Et donc, ce qui est vraiment important, à mon avis, pour ce qui est du gouvernement, par exemple, serait que dans le comité de
relance, on inclut le savoir environnemental et le ministre de l'Environnement. D'ailleurs, avec le Centre québécois du droit de l'environnement, avec qui je suis impliquée, on a envoyé une lettre au premier ministre François Legault pour que le ministre de l'Environnement soit inclus dans le comité de relance, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais ce n'est pas parce qu'on parle de relance économique qu'il ne faut pas se pencher sur les enjeux environnementaux. Donc ça, c'est aussi un élément qui va être très, très important là, sur lequel il faut se pencher. Et donc, oui, dans les acquis, je pense vraiment à évaluation d'impact, continuer d'appliquer notre réglementation environnementale, participation du public. Ce sont vraiment des éléments clés qu'il ne faudra pas perdre, il ne faudra pas revenir en arrière. On peut vraiment, on peut préciser la discussion un peu, Pierre Cloutier de Repentigny, en parlant d'un secteur particulier que je sais bien que tu connais. Parlons des systèmes agroalimentaires. Alors, on comprend maintenant que l'expansion des terres agricoles dans des espaces naturels nous met de plus en plus en contact avec des maladies infectieuses portées par des animaux sauvages tels que le COVID-19. On commence également à comprendre la profondeur des problèmes de santé humaine dans le même système agroalimentaire. Les travailleurs en abattoir et en usine de transformation de la viande, les travailleurs saisonniers sur les fermes canadiennes sont tous à haut risque d'infection. Devrions-nous commencer à parler de nouveaux systèmes agroalimentaires en tant que composante de la relance économique? Le système agroalimentaire est vraiment un excellent exemple qui touche à peu près sur toutes les problématiques qui sont reliées autant à l'environnement qu'à notre mode de vie. Parce que si on pense vraiment, on voit souvent dans les discours publics un peu un discours très individualiste de changement alimentaire individualiste. Et c'est pas pour dénigrer ces changements-là. Je suis moi-même végétarien. Il y a un côté éthique, il y a d'autres raisons pour faire ça, mais c'est pas suffisant parce que les systèmes agroalimentaires sont vraiment des systèmes économiques globaux, industriels, qui dépassent, si on veut, l'action individuelle. Donc, quand on pense à ça, il faut vraiment réfléchir pas justement à simplement qu'est-ce qu'on peut faire personnellement, mais qu'est-ce qu'on peut faire socialement pour faire changer les choses. Parce que, comme ta question l'indique, l'impact agroalimentaire sur l'environnement est assez important. Il y a énormément de terres naturelles qui sont perdues, des chiffrements pour faire l'élevage de la viande, pour faire des cultures supplémentaires. C'est aussi une industrie qui est extrêmement polluante, une industrie qui est très peu réglementée et aussi qui est très injuste socialement, tant au niveau de la distribution, au bout de la ligne, des denrées alimentaires, que de l'impact des ouvriers à travers le monde. Et on peut voir d'ailleurs cette espèce de perversion au niveau international où on va faire venir des travailleurs saisonniers pour cultiver nos champs, mais c'est juste pour ça, ils n'ont pas le droit de vivre ici, ils ont des conditions souvent de travail qui sont moindres que des citoyens canadiens. Mais les denrées alimentaires, elles, peuvent se transporter des centaines de milliers, même des milliers de kilomètres à travers le monde pour arriver. Comme ça, je peux acheter des pommes qui viennent d'Italie ou de Chili à l'épicerie à côté de chez nous. Ça a des impacts environnementaux qui sont très importants et ça joue justement dans des problèmes de limitation de la biodiversité. C'est pas le seul problème de la dégradation des milieux naturels et de la biodiversité, mais ça en est un qui est très important et un qui est très peu parlé souvent au niveau international en particulier, mais qui est souvent mise à côté par rapport à d'autres problèmes qui sont un peu plus mis à l'avant dans les médias. Et j'espère justement que cette crise peut peut-être amener un peu plus à l'avant les problèmes systémiques que nos systèmes agroalimentaires causent et que peut-être c'est un moyen de repenser parce que il y a beaucoup de chercheurs dans ce domaine-là qui démontrent comment on peut faire une agriculture, un système de nourriture qui est plus, entre guillemets, humain, mais aussi plus écologique dans le sens de proximité, d'échanges communs qui sont basés plus sur une unité sociale, etc. Donc, je trouve que c'est un champ d'intérêt qui peut être particulièrement utile pour essayer de faire une relance qui est juste
et verte. Il me semble alors que c'est un très bon moment d'inviter à la discussion Laure Roy-Riddell, militante pionnière de consommation responsable à Québec et au Canada, pour une commentaire final et intégral sur les discussions. Alors, Laure, vos impressions? Mais d'abord, bonjour, puis merci de me permettre de réagir à ces excellentes interventions fort éclairantes. Et je trouve que de remettre les enjeux actuels dans une perspective plus large de contrat social et de lien avec le droit local et international est extrêmement pertinent. Première réaction, c'est de se rappeler que le contrat social et que notre système économique comme notre système juridique est aussi le reflet de nos valeurs, d'un paradigme dominant qui, malheureusement, met effectivement souvent davantage l'intérêt à court terme avant l'intérêt à long terme du plus grand nombre. Et on le voit très clairement maintenant avec les mesures de relance. Stéphanie mentionnait la loi 61 et le fait on est prêt à mettre un peu de côté la loi sur la qualité de l'environnement, par exemple, alors qu'il y aurait tout à fait moyen de mettre de l'avant des mesures qui permettraient à la fois de créer des emplois tout en respectant les limites des écosystèmes. Toutes les solutions sont là. D'ailleurs, hier, Pierre mentionnait qu'avec le pacte, on lançait les 101 idées pour une relance verte et juste. Et là-dedans, ce sont des propositions citoyennes qui ont été analysées par un groupe de chercheurs parmi nos meilleurs scientifiques au Québec dans différents domaines pour mettre de l'avant vraiment des idées qui seraient porteuse d'un avenir d'une économie viable. Mais le hic, c'est que, c'est ça, on est encore dans un système économique qui externalise les coûts environnementaux et sociaux, ou dans d'autres mots, qui carbure à l'exploitation environnementale et sociale, ce qui fait en sorte que la priorité qu'on donne à des enjeux économiques à court terme, parce que je dis bien à court terme parce que l'économie, moindrement qu'on y portait une attention plus à long terme, on réaliserait que c'est pas dans notre intérêt de détruire les écosystèmes, de détruire la nature comme on le fait, le climat, parce qu'il n'y a pas d'économie sans environnement et sans une société où les gens sont en mesure de vivre correctement. Donc, je pense que la COVID nous offre une opportunité de réfléchir à nos priorités, à réfléchir aux valeurs qu'on souhaite mettre de l'avant et la relance économique, qui va être l'occasion d'investissement de milliards de dollars dans l'économie, serait au contraire l'occasion de réaligner l'économie en fonction des priorités pour l'avenir, donc de tenir compte des limites des écosystèmes, parce qu'on ne peut pas répondre à une crise en accélérant d'autres. Et là, ce qu'on voit clairement dans plusieurs propositions, malgré les discours disant non, on ne va pas s'attaquer à l'environnement, concrètement, ce qu'on voit dans le projet de loi 101 annoncé hier, c'est au contraire une possibilité d'atteinte à l'environnement dans le but d'accélérer l'économie d'hier, qui, on le savait, devait être transformée. En fait, à la base de tout ça, ce qui me semble être primordial, c'est qu'on mette nos politiques publiques à l'écoute de la science. On a une science qui est très avancée en matière de climat, en matière de biodiversité, en matière aussi sociale, de voir comment on peut faire en sorte qu'elle soit juste pour tous, y compris pour les communautés autochtones. D'ailleurs, les Autochtones ont des propositions absolument fantastique en termes de revoir cette relation-là qu'on a avec la nature, parce qu'il faut se le rappeler, on parle beaucoup de santé en ce moment, mais notre premier système de santé, c'est la qualité de l'air qu'on respire, la qualité de l'eau qu'on boit, la terre qui nous nourrit et le tissu social duquel on provient. Quand on a des pandémies comme ça, quand on a des problèmes de santé divers, on fait appel à un système qui, en fait, est là pour répondre à des dérèglements, à des problèmes de notre corps, comme plus largement de cette relation-là avec la nature. Et tout ce qui sort maintenant sur les causes de la COVID sont très clairs. Donc, j'espère qu'on prendra le temps d'être cohérent finalement dans les politiques qu'on va mettre en œuvre, parce que c'est vraiment ce qui est essentiel en ce moment.
Alors, opportunité de changer, je pense que c'est un message qu'on a entendu tout le monde, opportunité de changer maintenant, mes défis profondément humains qui continuent. Je vous remercie tous et tous, Pierre Cloutier de Repentigny, Stéphanie Roy, Leroy Ridel et aussi mes collègues à la Fondation Trudeau, Pascal, Tim, et tout le monde qui a assisté, les traducteurs, etc., tout le monde qui a assisté à cette séance. C'est que le début. On continuera avec plusieurs autres séances. Si vous voulez vous renseigner, tous les renseignements seront sur le site web de la Fondation Trudeau. Et je continue en anglais pour l'instant. We'll be back at 11:30 with an English version of the same question. Quite different, though, with a different panel, and we'll be speaking in that panel about some more intimate connections to the environment, moving a bit from the broader systemic kind of issues that we've been talking about so well here, and into some of the personal ways that we relate to the environment in our daily lives. Si vous voulez continuer à participer à ces conversations en français, il y aura toujours une traduction instantanée disponible sur ce webinaire. Entre-temps, je vous remercie d'avoir assisté à celui-ci et on vous verra dans une demi-heure. Merci beaucoup. Surrounded by nightmares, climate change, pandemic, now, of course, the daily images and stories of violent racial discrimination. Two of those three aren't new, but our sensitivity to all of them is now really heightened. How would you say we're doing now at striking the balance between having enough fear to motivate action and yet not so much that it paralyzes us? Thank you for the question. I've had a chance to, I think the experience of COVID has given me a chance to reflect on what I wrote now a couple of years ago about fear. And I think part of the problem into which COVID might have actually intervened quite constructively is the fact that climate change has tended to approach us with a combination of fear and abstraction, or at least many people. I think people who experience their houses burning down and flooding might have a slightly more intimate relationship with climate change. One thing that COVID has demonstrated is, I think, that fear, when it is experienced in real life in the context of one's lived experience, rather than as an abstract set of messages about something looming in the future, that fear is always more complicated. Fear is not experienced as a monolithic diet. So the experience of COVID has certainly given us a great deal to be afraid of. But that experience has been very intimate. It has been, fear has been experienced in tandem with hope, with friendship, with extraordinary acts of kindness, with solidarity. Thinking specifically about the events that are currently possessing the United States and the experiences of racialized violence that are also systemic in Canada. People of color people of color and Indigenous people have clearly many things to be afraid of, but the fear is never the only thing. When in the context of an intimate experience, there's always more going on. So I think that one thing that we can thinking about approaching climate change as a society, I think it's even more important to think about embedded experienced stories, and those embedded experienced stories are not necessarily are part of systemic problems like racialized violence. But those stories need to be shared and discussed. The concreteness is what gives nuance and complexity to action, to conversation. So, at the risk of making a jump from the theoretical frameworks that you're describing beautifully into sort of the real world of where I get my stories and where I'm experiencing my stories. So many of my stories I'm experiencing just on the trail while I'm hiking with friends. It's a big thing that I do. And for that, I actually want to turn for a second to Neil. So Neil, you've
had a career at the highest levels of government. You've been Deputy Minister of Immigration in Ottawa, Deputy Minister in 3 ministries in Saskatchewan. You continue to help shape the public policy discussion, but without losing any of that, I want to speak to you today actually with that hat that you wear as the chair of the Trans-Canada Trail. It's in growth mode. It's building infrastructure right across the country. Just last month, right in the midst of this public health crisis, the government of Manitoba announced $500,000 for trail infrastructure as a place where stories originate among people in the experience of the environment. And that strikes me as exactly the kind of stuff Kate's just been talking about. But I'm wondering, you know, governments are stretched financially. Wearing your old deputy minister's hat, how would you weigh an investment in hiking trails against all of the other really pressing things governments are now called on to do? Well, that's it's an interesting question. I mean, I think what's happened through the experience of COVID is that the outdoors has taken on a new meaning as a relatively safe space. You know, the width of sidewalks, maybe leaving that aside. But I think for many Canadians, and certainly for myself, getting outside, for everybody who's felt very, housebound since March, I think has been extremely important just for mental health purposes. And so I think what we are seeing is that, the value of the outdoors, which I think just from whatever my interactions, the idea of the Canadian landscape is high in the Canadian, psyche, if I can describe it that way. And trails, certainly for those who are available or able to make use of them, and certainly for me, represent freedom. It's the ability to go outside and enjoy nature and kind of be in in the scheme of things, in a fairly safe space, and get different kind of sensory inputs and get away from those four walls that we all feel we're, being in. For everybody who's working from home, after a while, you can see why we go out to work, because being in your house all the time gets to be a little bit wearing. So I think the outdoors has become increasingly important. I think investments in trail infrastructure, in the scheme of things, actually, it's very inexpensive, relative to the outputs and the outcomes that you can get. So what we have done, just personally, which has actually been very interesting, is my wife and I have in the early days of COVID, we spent 1 to 2 hours a day just going for extended walks in the city of Ottawa, and we ended up, in 1 to 2 hours, you can cover a lot of ground on foot. That's the other thing you sort of learn. You're so used to driving around, but on foot, you can cover an awful lot of ground. And we ended up getting into a lot of neighborhoods we would never we've never been to. We've been in Ottawa for 15 or so years now, but these walks just took us all over the city, and you get to look at architecture and other things that really you just kind of drive by without much notice. So walking, as everybody knows, it forces you to slow down. It forces you to slow down and look around and kind of appreciate the environment in a different way than we do in the normal hurly-burly of pre-COVID life, a lot of which is, car or transit kind of bound. So I think the value has increased. I think the investments that can be made are relatively modest in the scheme of things. Governments are spending a great deal of money to work towards reopening the economy. And I think trails and the outdoors are a really important outlet for Canadians. They always have been, but I think increasingly at this time. So I want to pick up on that and turn back to you, Kate. As we slow down, we see things in a very different way. I was just on a hike. One of our great hikes around Toronto is into the Brickworks, which is this great urban park in the center of the city. And I saw things just yesterday with a friend that I'd never seen before, including a large patch of poison ivy that I'd never seen before that I stepped right in the middle of. And all of this, it would seem to me, is probably changing the way that we think, the way that we talk about our environment, the way that we talk about the large issues like climate change. Do you have a sense of how the experience of COVID, of adapting very quickly to this pandemic, of living in it for a long period of time, how that's actually shifting the way that we tell the climate change story or the way that we tell the story of our environment to each other? I think one thing that I would really want to emphasize is that there has never
never been only one climate story. I think that, you know, with all respect to Neil, your ability to walk through whatever neighborhood you like is very much a function of white privilege. My ability to have a garden and work in a garden and have those kinds of intimate experiences with, you know, with growing things is grounded in relations of private property. I own it. And my ownership is a function of dispossession of Indigenous peoples, specifically in the place where I am now, the Penelakut. So I think it's really important to remember that climate change is always experienced, lived, and understood in the context of pre-existing relations of inequality, racialized experience. I think about the experience of, you know, there have been a couple of really, one of the generative experiences of this most recent moment, at least in the media, has been the experience of a Black gentleman out birding. And his ability to bird was interrupted by a white woman who wanted to assault him, essentially. Sorry, veering. I find. Sorry, that veered slightly away from your question. I think it's worth the question, actually. It's worth noting, by the way, that white woman was from Ontario. Oh, good Lord, I did not know that. Even better. So I think COVID has also brought us to that realization that climate change is, or at least could bring us to that realization. Yes, people can, in their daily lives, integrate dramatic social change with their own relationships of daily life. It requires rewriting our personal stories. It requires thinking carefully about our everyday actions, like buying groceries, in the context of the emergency that is presenting itself to us. So what would happen if we thought about not just where our groceries have been physically and the need to wipe them off, but where our groceries came from, who has access to them? What would happen if those kinds of knowledges were actually presented to us as part of the climate change strategy, rather than just, oh my goodness, we're all going to die unless carbon emissions are reduced at a very abstract level. Interesting. It creates a level of intimacy. It creates a narrative around everything. I mean, I know that you're right. When I go shopping, I now am much more conscious of where the meat comes from. I've always thought, for whatever reason, about where the fruit comes from or where the vegetables come from, because I suppose I could picture it in the ground, but packaged meat, and I still eat meat, you know, is so separate from the animal. And now for the first time, I'm really thinking about that in a deeper way, in a way that I think my daughter's been hoping I would think about it for a long time. As we notice the world around us in different ways, I want to turn back to you, Neil, and ask, you know, as a walker, I know that you haven't been able to be out on the trail across the river in Quebec since this began, but what are you noticing, whether it's around Ottawa, your urban environment, a city you know well, that you've seen as a senior public servant? What is it that you have noticed that you've never noticed before? Well, I mentioned getting into new neighborhoods. I mean, I think what's remarkable is how many people are out. I mean, just from what I've seen is like people from all walks of life. I mean, my goodness, when we have a nice day, and we've had quite a mixed spring up here. We've had some not very good weather for quite a while, but on a nice day, there are thousands and thousands of people out, you know, biking, skateboarding, rollerblading, walking, you know, kids, older people. It's really quite remarkable just to see the number of people out. Some of the roadways have been closed off here. For those of you familiar with Ottawa, a section of Queen Elizabeth Drive, which is beside the canal, from downtown for several kilometers, has been closed off and reserved just for cycling and pedestrian use. So it's getting very, very well used. And over the years, Ottawa has built some additional pedestrian bridges over the canal
which really improve access for people to get back and forth between the neighborhoods and into these walking spaces. The Tulip Festival here, which for those of you who are not from Ottawa, is kind of a big deal, and usually is a big tourist draw, for people to come and see the tulip displays, which really can be quite spectacular. Of course, not many people here these days coming into the city to see that, but for local residents, it's actually a good opportunity to see those displays when it's less busy, than it would be, and lots of people have been out, to see those displays, which is nice to see, just because they are very beautiful, and it's just nice to see something like that. So I would say more people than ever are outside, more than you would normally see, I think, being outside, and I think that's been good to see. Kate, I want to return last to you. Gardening is a very important part of your work. It's a very important part of your life. You wrote something that I found very powerful in The Guardian a couple of years ago. I'll just read the passage that struck me. You wrote, looking after my little backyard demands that I pay close attention to the present and the future. What are the plants telling me about the ways the climate is changing? And so I'll ask you this spring, what are your plants telling us? The plants are telling me a number of things. I am gardening in a different place at the moment. I'm on a small island off the coast of British Columbia at the moment. And we have had a very cool, wet spring, which is actually quite a wonderful thing, given the past few years and the very dry weather that we've been having and the resulting forest fires. So we're quite grateful here, I think, the people and the plants at the same time, for the fact that we've actually had fairly abundant rain. So the weather at the moment has been quite cooperative. My friends who farm, who they aren't gardeners, they farm at a lower in a lower piece of land. Have however not been able to plant anything because it has been too wet. Yeah. So I think one thing the plants are telling us is that we need to pay close attention to the climate conditions around us in our everyday lives. We need to actually be aware of the weather and aware of changes in the weather. And I think the plants are also telling us that we need to think about to think about their importance in our lives. One of the in some of the darkest, this is not a gardening story, in what was for me some of the darkest time of the early part of the COVID crisis in March, on Galiano Island, it's also the beginning of stinging nettle season. And stinging nettles, unlike, I don't have a good relationship with poison ivy, Robert, but I do have a nice relationship with stinging nettles. And stinging nettles are edible. They are sources of medicine. They grow in disturbed areas. They are abundant, generous beings. And we were able to pick them repeatedly, over and over and over again, and experience their abundance and generosity. They're delicious. You have to cook them. Well, some people eat them raw, but that's a bit too macho for me. But the experience of the plant's generosity was really quite a wonderful reminder of the Earth's bounty and my ability to, my privileged ability to access that bounty. And it's just actually even hearing about stinging nettles particularly is a wonderful reminder too, because I actually, it's funny you mention it, have a terrible experience with stinging nettles. I know, and I've read about the Indigenous First Nations connection to stinging nettles, and I've read about how they're eaten and how they're food, and I've always appreciated that in theory, but I've also plunged my hand right into a patch of them and come out badly. So to know that these things, so I learned that, but to know that these things
in so many ways, things that can be experienced in one way as dark, damaging, dangerous, also carry in them things that are very beneficial, and to your word, generous, is really a great reminder overall of what we're talking about here. And I'll just wrap up my part of this by noting that this conversation, I really encourage people who didn't hear the earlier conversation that we had with the Francophone panel to listen to that one as well, because the two of these work really nicely together. That one was very much about at the kind of systems level, but we were talking a lot about the social contract. And here we're talking about the experience of that social contract at a much more intimate level when we talk about the environment and how we emerge into a new and changed world. So with all of that, I want to thank you and ask Phoebe to give us your thoughts as we wrap up here today. All right, yeah, so thank you very much, Kate and Neil, for that discussion, and Rob for those interesting questions. I mean, I'm still processing some of it, but what really came up for me was this idea that, you know, everyone's story is unique. We are obviously at a time when the environment is more top of mind, I'd say, for most people, and our connection to nature is stronger. But of course, there are individual experiences of that. And something that Kate mentioned in terms of, you know, just even rethinking where our groceries come from, and that connection between our personal lives and these bigger structural issues, I think, is something that has really come out during this crisis. And in my own work on sustainable food systems, I've been both, you know, disheartened, but also, you know, somewhat optimistic in the sense that now the brokenness of our industrial food system is more prevalent. Rob mentioned the meat industry and how that was illuminating for you on some level. And you know, basically the crisis has revealed the structural inequalities in our system. So there's been some really exciting, I think, developments that have come from that. People are more interested in supporting diverse agroecological food systems. Local food systems have kind of demonstrated their power. But at the same time, this crisis has plunged more Canadians into food insecurity, and that falls disproportionately on different communities across Canada. So I'm both, you know, optimistic and concerned as well. But I think the positive thing is that there's more attention that's being paid to these issues, and on a personal level. Generally, I'd say, like as the discussion revealed, that we're more and more aware of the connection between our health and that of the environment. So thank you so much again. I also was listening to the French conversation, so yeah, I do encourage the audience, if you haven't listened to that as well, to tune into that. So Phoebe, Kate, Neil, thank you very much for this. You know, it strikes me just in the last minute here, this conversation really helps change the channel around some of these issues. I think we started talking, Kate, you were sort of describing this as how overwhelming these issues can feel when we speak about the environment generally, nature, the environment, climate change, environmental dynamics in the abstract. They are overwhelming in the same way when we speak of COVID in the abstract, it's overwhelming and confusing and we're just learning about it. But when you bring it to the level of the personal experience, the personal choices that we make, on an ongoing basis every day, in our own personal experience of walking in a neighborhood or on a hiking trail or sitting in the garden or actually working in the garden or farming or choosing how we're going to eat or eating itself, this all somehow actually feels much more manageable, and it feels like something that is progressing in some way. And I'm also very grateful for you noting, because it's so important, particularly now, for noting how the opportunity to think that way doesn't fall equally on everyone. And that part of what we should be reflecting on as we go through is how privileged those of us who can experience this stuff in this way are to be able to experience it in this way, and role that we all can play in broadening that experience to everyone around us, to all of our neighbors. So thank you for opening this conversation up on so many levels.
and I want to thank all the participants as well. Let me just say that this is only the beginning. This is the first of a number of different conversations that we're going to be having about emerging from COVID on different dimensions, gender, Indigenous, Canada's relationship with Indigenous peoples, rights are among the different topics we'll be touching on. If you want to stay on top of it, just keep going back to the Trudeau Foundation website and you'll see what's coming up there. For the current scholars, I know that you are going to be joining in a conversation this afternoon. I hope you enjoy that. I know you will. Thank you to our participants. And thank you very much, Pascal, Tim, and everyone for setting this up. And to our translators, very importantly, and that includes our sign language translators. Thank you. Merci beaucoup. Stay safe, stay well. If it's nice where you are, get outside for a walk. If it's not nice, get outside for a walk. Thank you. Bye. Merci beaucoup. Thank you.